sommes de retour en direct dans cette édition du 10 avril 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Et désormais, eh bien, il est l'heure de retrouver David Furcage et son chronocac remanié à la sauce iWave. Bonjour David. Bonjour. Bonjour, merci David Furcage d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de iWave Capital, avec nous régulièrement. Vous étiez absent de nos antennes depuis quelques temps, c'est donc un plaisir de vous retrouver en grande forme. David, il est l'heure donc de votre chronocac revisité. On va commencer par faire le tour des principaux indices mondiaux, en commençant par le CAC 40 que vous définissez, que vous analysez comme toujours bien orienté. Ceci étant, j'ai quand même l'impression que ce mouvement de consolidation se dirige lentement mais sûrement vers une zone de support, je dirais, de long terme et assez déterminante. Oui, effectivement, il reste très bien orienté. Il marque des creux et des sommets toujours plus hauts. Donc, selon la théorie de Dow, que nous, analystes techniques, nous affectionnons particulièrement, eh bien, cela indique une tendance haussière marquée. J'ai ajouté cette fois-ci une moyenne mobile à 100 périodes qui est justement confondue avec un support à 7760 points, qui fera d'ailleurs office de support majeur. En attendant, on n'y est pas du tout. Le CAC 40 consolide sous ses plus hauts historiques et sous sa résistance à 8276 points. Et pour le moment, le mouvement reste bien orienté, en tous les cas, au-dessus de 8016 points à surveiller. Ouais, 8016 points, là on a 8090 points ce matin. Alors évidemment, on raisonne en clôture quotidienne, clôture journalière. Ceci étant, vous, analystes techniques aussi nombreux que vous êtes, vous avez défini cette zone de support cruciale, 7760 pour vous, 7800 en gros globalement. On s'en approche quand même tout doucement mais sûrement, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui pourrait se passer si eh bien, on arrivait à la franchir avec du volume et avec du volume? Ah, vous anticipez sur une rupture de la zone de support à 7760 points, c'est ça que vous dites? Oui, c'est ça, 7760, 7800 en gros, globalement. Ok, on n'est vraiment pas encore. Je pense que là, c'est un peu de la prospective. Il faudrait déjà enfoncer le support à 8016 points. Et pour le moment, en tous les cas, on ne peut pas trop anticiper sur une rupture des 7800 points que vous évoquez. Pour le moment, comme je l'indique, le marché reste très bien orienté, également porté par des indices internationaux. On verra tout à l'heure le SP500 également. Donc, il n'y a pas lieu pour le moment de s'affoler du mouvement de consolidation sous les plus hauts historiques. Très clair. Bah écoutez, on va suivre l'évolution du CAC 40 avec grande attention, d'autant plus que, je le rappelle, cet après-midi sera publié l'indice CPI, c'est l'évolution des prix à la consommation outre-Atlantique, indice évolution des prix suivi par la Fed, mais c'est pas l'indicateur préféré des sages de la Banque centrale américaine. Du coup, par la force des choses, ça donnerait quand même un indice sur eh bien la stratégie que pourrait être amenée à suivre la Fed ces prochains mois. Du coup, ça pourrait peser sur les indices. Les investisseurs sont prudents depuis le début de la semaine, peu d'initiatives haussières, baissières, ça reste timoré. Du coup, par la force des choses, il en est de même sur les indices américains. Là, on va parler du S&P 500. Les investisseurs qui revoient, malgré eux, à la baisse, leur perspective de baisse de taux directeur de la Réserve fédérale américaine. Du coup, ça crée un peu des remous, de l'incertitude. Ceci étant, vous nous dites, vous, que il faut rester confiant et que par la force des choses, la tendance de fond reste malgré tout haussière sur les indices et qu'il faut en être plutôt ravi. En tous les cas, ce qu'on aura tendance à dire, c'est qu'il faut conserver ses positions acheteuses. Si toutefois on était acheteur depuis un certain temps, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de quoi que ce soit. Vous voyez, le graphique que vous avez sous les yeux montre qu'il y a une sortie impulsive de drapeau et que pour l'instant, le SP500 converge vers un objectif théorique justement de cette figure qui est un drapeau. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de quoi que ce soit. Et comme on l'a vu depuis maintenant quelques semaines, il y a quand même un mouvement de décorrélation entre justement les taux d'intérêt et l'évolution des indices boursiers. Donc pour l'instant, même le CPI, la manière dont il va sortir, n'a pas d'impact particulier, en tous les cas à court terme, sur les indices boursiers, notamment sur le SP500.
Oui, c'est ça. Hein, et c'est possible que comme la dernière fois, cette communication, enfin, comment dire, cette note, cette statistique, cette donnée n'impacte que très peu ou à la marge, en fait, l'évolution des indices. Mais c'est quand même à suivre avec attention. On va basculer alors sur cette classe d'actifs hein, qui enchaîne record sur record, c'est l'or. Alors, pour certains, c'est beaucoup son caractère de valeur refuge qui fait que actuellement, au vu des tensions géopolitiques, il retrouve son côté attrayant pour les investisseurs en mode risk off. Ceci étant, on sait aussi que les banques centrales, les principales grandes banques centrales de la planète, n'arrêtent pas d'acheter de l'or en ce moment. La banque chinoise en est la première, la banque centrale de Chine en est la première, la banque centrale russe en est la seconde. Tout ça dans une logique de dédollarisation de leur économie et de leur partenariat stratégique à l'international. Du coup, par la force des choses, ça tire l'or vers le haut. Est-ce que ce mouvement haussier que l'on a observé pourrait avoir tendance à s'essouffler, selon vous? Ah bah là on est, pardon, on est dans le cas d'une sortie impulsive. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est un graphique en fréquence hebdomadaire, donc en une semaine. Et ce que l'on peut observer, c'est que l'or a évolué lentement à l'intérieur d'un canal sensiblement baissier et qu'il s'en est extrait d'une manière impulsive, c'est-à-dire quasi verticale, à partir d'un support à 2025 points et que on va dire de probabilité, l'or pourrait ou devrait converger vers un objectif théorique du canal qui se situe à 2540 points. Donc la seule chose qu'on peut redouter à court terme, c'est que le mouvement étant impulsif et quasi vertical, il pourrait y avoir une pause à court terme. Mais là, on est dans une structure qui est à moyen long terme haussière et l'or devrait normalement continuer de progresser. Alors, ce qui relève de la valeur refuge, en revanche, c'est un peu discutable parce que les indices boursiers, en fait, progressent correctement. Enfin, ils sont, comme on l'a vu tout à l'heure, le SP500 et le CAC 40 sont très bien orientés. Donc, ça serait une valeur refuge de quoi? Dans un contexte, en fait, où les marchés progressent normalement. En fait, il n'y a pas de peur particulière. Si on observe, par exemple, le VIX, hein, l'indice de la volatilité implicite du SP500, il est plutôt faible, hein, plutôt bas, hein, ce qui indique que les investisseurs sont plutôt confiants. Et dans ce contexte, on ne peut dire que l'or serait une valeur refuge, puisque une valeur refuge, c'est justement lorsqu'il y a de la peur sur les marchés, lorsqu'il y a de la crainte, et notamment lorsque les marchés boursiers, eux, corrigent. Mais c'est pas du tout le cas ici. Donc, comme vous l'évoquez, ça serait plutôt un mouvement fondamental hein, qui est lié à des achats de banques centrales qui sont assez importants effectivement et qui donnent lieu, enfin qui militent pour un changement stratégique en fait entre les puissances de ce monde et notamment certaines d'entre elles, comme vous l'avez évoqué, la Chine et la Russie, qui souhaitent être plus indépendantes à l'égard du dollar. Ouais, tout à fait, exactement. Et c'est un des thèmes centraux, je sais plus trop, mais de la dernière réunion, des BRICS, hein, se sont élargis, qui ont accueilli de nouveaux membres, mais ceux, alors justement, dont l'économie dépend beaucoup trop de dollars, et notamment l'Argentine. C'est l'Argentine qui avait dit qu'elle aimerait bien rentrer, faire partie des BRICS, et au dernier moment, elle est sortie du projet, parce que justement, le projet de dédollarisation ne colle pas du tout avec la réalité économique du pays. Du coup, ok, parfait, vous nous parlez de réactions impulsives, finalement, par la force des choses, sur l'or. Il en est de même pour l'argent, selon vous? Eh bien, oui, en fait, ce qui était intéressant d'observer, c'est que effectivement, quand on regarde l'or, on s'intéresse aux métaux précieux, que sont notamment l'or et l'argent. Il y a le palladium et le platinium également, qui ont, eux, pour les deux derniers, des fonctions aussi plus industrielles. Mais ce qu'on observe sur l'or, on l'observe également sur l'argent, et c'est intéressant de le souligner, de sorte de ne pas évoquer ou de partir vers une conclusion qui serait de se dire « Ah, attention, l'or est en train de caracoler en tête et réalise de nouveaux sommets historiques, et ça signifie que, etc. » Donc extrapoler vers des conclusions qui ne seraient pas forcément les bonnes. En fait, ce que l'on observe sur l'or s'observe également sur l'argent qui, lui, comme on l'a sous les yeux, franchit une résistance oblique de long terme, comme l'a fait l'or il y a quelque temps. Le graphique que vous avez sous les yeux représente l'évolution de l'argent en fréquence hebdomadaire, donc une semaine, et on observe exactement le même mouvement à partir d'un support, en tous les cas pour l'argent, à 21,90, et ceci milite pour en tout cas une reprise ou un mouvement à moyen long terme
de l'argent qui ressemble à celui de l'or. Ouais, très clairement, on a presque l'impression qu'on pourrait les superposer, les deux graphiques, tellement ils semblent identiques. Du coup, par la force des choses, on comprend donc que or et argent sont bien orientés, qu'a priori ça devrait continuer, que sur le CAC 40, eh bien, malgré des reflux ces derniers temps liés effectivement à des prises de bénéfices sur des plus hauts historiques, ça se tient de toute façon, ça a du sens. Eh bien, pourquoi pas anticiper une poursuite de la tendance de fond qui reste une tendance de fond haussière. Quant au S&P 500, vous nous dites à peu près la même chose. Une décorrélation importante importante en tout cas analysée et repérée par rapport aux évolutions des taux souverains américains. Du coup, par la force des choses, tout ça devrait continuer à porter le S&P 500. C'est ce que vous nous dites globalement, qu'en gros, vous êtes confiant. Bien à l'ouest et à l'est, rien de nouveau, si je pouvais dire ainsi. Dans l'est et à l'ouest, vous êtes... À l'ouest et à l'est. Eh ben, écoutez, merci beaucoup David Turcage, président d'iWave Capital, pour vos analyses, votre temps. C'est un plaisir de vous retrouver sur TV Finance. Et du coup, à la force des choses, je ne sais pas comment vous êtes organisé, mais je vous dis très certainement à la semaine prochaine. Et avec grand plaisir. On marque une rapide courte de page de publicité de notre côté. Et dans un instant, eh bien, nous retrouverons Daniel Cohen-Delara et ses Market Movers qui va nous expliquer, eh bien, dans cet univers boursier teinté de crainte, de prudence, d'attentisme, voire éventuellement un peu de peur, eh bien, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille, et si les valeurs qu'on dévissé dernièrement ou qu'on reculé dernièrement pourraient être intéressantes à remettre en portefeuille. À tout de suite sur TV Finance.